Bonjour à tous, alors ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, en fait depuis les fêtes de fin d'année 2021, hein, puisque comme j'ai été très sage toute l'année, j'ai eu beaucoup de cadeaux à Noël et beaucoup de bonnes BD et des BD assez épaisses à lire, donc ça m'a pris du temps. Mais depuis, j'ai repris un petit peu le rythme des achats et dernièrement, je me suis payé ce gros album, Soledad de Tito, qui est paru chez Casterman. Et donc, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par faire un petit récapitulatif de ce qu'a fait cet auteur, Tito, qui n'est pas si connu que ça, hein, bien qu'il ait quand même produit pas mal d'albums. Alors Tito, c'est quelqu'un qui est né en Espagne en 1957, du côté de Tolède en Espagne, mais qui a émigré assez vite en France. Alors pourquoi il a émigré? Parce que c'était la guerre civile en Espagne et bon, sa famille a préféré partir du pays plutôt que de subir tout ce qui s'est déroulé. Et d'ailleurs, par la suite, ça influencera fortement toute la carrière dans la BD qu'a effectué Tito, on va en parler. Donc, il a émigré, je crois qu'il avait autour de 6 ans quand il est arrivé en France, donc très très tôt, il est arrivé en France. Et très tôt, il a commencé à lire des BD et a assez vite décidé d'en faire son métier. Alors pour ça, il est passé par le lycée de Sèvres, il a étudié les arts graphiques là-bas, et il a même été à l'origine de la création d'un fanzine qui s'appelle Cyclone, qui a eu pas mal de numéros, hein. Je crois qu'il y a eu plus de 10 numéros. Je ne sais pas à quel numéro ça s'est arrêté exactement. Mais alors c'était un fanzine qui était assez intéressant, qui est sorti dans le milieu des années 70, vers 1976. Et il y a pas mal d'auteurs de BD célèbres qui sont passés par ce fanzine. Alors bien sûr il y a Tito, mais il y a aussi en particulier Loustal, qui a pas mal participé à ce fanzine. Il y a Villemin, il y a pas mal de gens comme ça qui sont passés par Cyclone. Alors ça doit être introuvable maintenant, ce fanzine, hein, ou alors peut-être sur le marché de l'occasion, mais ça doit être quand même difficile parce que c'était imprimé, c'était une imprimerie artisanale, hein, donc c'était pas très très solide et dans le temps ça a dû s'abîmer, je pense. Moi, honnêtement, j'en ai jamais vu en vrai des exemplaires de ce fanzine. Alors si vous cherchez, vous pouvez trouver sur internet quelques scans de quelques numéros. C'est assez rigolo d'ailleurs à feuilleter. Donc ça, on était donc dans les années 1975-1976, quand Tito fréquentait le lycée de Sèvres, donc la section art appliqué. Mais assez vite, il a commencé à sortir ses premières œuvres, et ça a commencé par la série qui s'appelle Jaune, qui est une série assez connue, parce qu'elle s'est étalée sur vraiment beaucoup d'années. Et le premier épisode de la série Jaune est sorti dans un magazine assez éphémère qui s'appelait Aïe, qui n'a eu que 3 numéros. Mais pourtant, seulement 3 numéros, mais les auteurs qui participaient aussi, c'est pareil, c'était des pointures. Alors, je cite, hein, j'ai pris un peu la liste, hein. Par exemple, il y avait Berthet, qui a débuté dans ce fanzine. C'est pas un fanzine d'ailleurs, ce magazine, Aïe. Il y a Cossu, il y a Bercovici, il y a Foerster, il y a Jean-Ry, Coleman, Petit Luc, Janin, Herman. Il y a un peu, c'est quand même une sacrée distribution. Et bon, malheureusement, 3 numéros et puis ça s'arrête. Jaune avait commencé sa prépublication dans ce magazine. Je crois que c'était la seule histoire à suivre qu'il y avait dans le magazine. Et les lecteurs n'ont jamais eu la fin, parce qu'en 3 numéros, bien sûr, toute l'histoire n'avait pas été publiée. Alors ça n'a pas trop gêné, puisque ensuite la prépublication de l'histoire s'est continuée dans le magazine Circus, qui était édité par les éditions Glénat. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que Tito n'était pas tout seul, hein, il assurait seulement la partie graphique de la série Jaune. Il était aidé au scénario, plus qu'aidé d'ailleurs, par Yann Bucois, un scénariste belge, qui a créé avec lui donc
cette série Jaune. Alors Jaune, j'ai même pas dit de quoi il s'agissait, hein. Il s'agit d'une série qui s'attache à suivre un policier qui s'appelle Daniel Jaune. Jaune, c'est le nom du personnage principal. Mais c'est une série assez particulière, hein, qui mêle les intrigues policières, il y a des aspects historiques, ça vire parfois au fantastique, c'est vraiment très particulier comme série. Alors moi j'ai pas lu tous les tomes, j'en ai lu seulement quelques-uns, ceux qui sont parus dans Circus, j'ai lu les premiers. C'est assez intéressant à lire. Alors il y a eu 7 albums jusqu'en 1989, mais parfois ça a posé des problèmes, parce que Yann Bucois est un scénariste qui aime la polémique, on peut dire ça. Et par exemple, je crois que c'est le 5e album qui s'appelle Affaire Royale, qui a carrément été interdit de publication en Belgique. Vu le titre, vous vous doutez peut-être à quoi c'est lié. Mais tout ça pour dire que les scénarios ne faisaient pas dans la demi-mesure. D'ailleurs, on aurait pu penser que cette série s'arrête donc en 1989 avec son 7e tome. Il n'en est rien, puisqu'en 2018, donc un sacré bout de temps après, il y a eu un nouvel album qui est paru, qui s'appelle Une année en enfer. Alors, c'est paru chez un éditeur complètement confidentiel, qui s'appelle Désastre Immobile, et c'est un album aussi un peu particulier, parce que c'est pas vraiment une BD, c'est plutôt un scénario illustré, on va dire. Mais bon, les deux auteurs sont de retour, hein. C'est toujours Yann Bucois qui fait le scénario, et Tito qui s'occupe de l'illustration, hein, puisqu'il s'agit un peu de ça. Mais c'est un gros album qui fait plus de 100 pages. Alors, j'ai pas eu l'occasion de l'avoir dans les mains, mais bon, ça pourrait peut-être être intéressant pour voir s'il conclut véritablement la série ou pas. À vous de me le dire si vous avez pu avoir l'album sous la main. Donc, tout ça pour dire que la série Jaune, donc, elle a commencé en 1980, et pour l'instant, elle s'est achevée en 2018. Donc, vraiment une série au long cours, hein. C'est-à-dire que Tito, dès son coup d'essai, on peut dire que c'était un coup de maître, hein, puisque des séries qui durent aussi longtemps, il y en a quand même assez peu. Alors, mais ça ne s'est pas arrêté là, puisque toujours en 1980, il va aussi créer la série Soledad, dont je vais parler juste après. Alors, il l'a créé dans un autre magazine, le magazine À Suivre, qui était publié par les éditions Casterman, un magazine À Suivre très très célèbre, hein, qui a donné ses lettres de noblesse à ce qu'on appelle maintenant le roman graphique, mais c'était pas encore sous ce nom-là à l'époque. Alors d'ailleurs, il se dit que Soledad, c'est un des premiers romans graphiques du franco-belge, hein, qui est paru, sauf que c'est un roman graphique qui est paru sous forme d'album classique, mais ce qu'on a dans ces albums n'est pas classique du tout, vous allez vous en rendre compte par la suite. Donc ça a commencé dans À Suivre, et puis ça s'est continué dans Circus, encore une fois, la publication des albums de Soledad. Ensuite, en 1982, donc 2 ans plus tard, Tito il a créé la série vraiment qu'il a fait connaître au plus grand nombre, et en particulier auprès des jeunes, puisque dans le magazine Okapi, alors qui n'est pas un magazine à proprement parler, un magazine de BD, mais un magazine destiné au public jeune, mais qui publie aussi des BD, il a publié le premier tome de la série qu'il a occupé pratiquement jusqu'à maintenant, qui s'appelle Tendre banlieue, qui dépeint les chroniques des années lycée, hein, et tous les problèmes auxquels peuvent être confrontés les adolescents lors de leurs jeunes années. Donc c'est une série qui a beaucoup plu, parce que le premier album, ça a été publié chez Bayard en 1983, et puis un peu plus tard, les albums sont passés chez Casterman, mais il y en a quand même eu 20 albums. Le dernier date de 2010, si je ne me trompe pas. Alors on voit d'ailleurs, hein, le graphisme de Tito qui évolue pas mal au fil des albums, hein, et les couleurs aussi. C'est à lire, hein. Moi j'avoue que j'ai pas lu toute la série, hein, j'en ai lu seulement quelques-uns, mais c'est assez sympa à lire, et c'est assez, il y a des scénarios qui peuvent être assez émouvants. De toute façon il n'y a pas de secret, hein, pour que la série ait une longévité aussi grande, c'est qu'elle est de qualité.
Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait, Tito? Eh ben, il s'est essayé à un album un peu plus réaliste et un peu plus destiné au public adulte. C'est un album qui s'appelle Le Choix d'Ivana, qu'il a réalisé en couleur directe. Et donc il a tout fait, hein, scénario et dessin. Et il s'agit de l'histoire d'une jeune bosniaque qui effectue un peu un périple à travers l'Europe, hein, pour essayer de retrouver sa fille. Alors, j'avoue que j'ai été à moitié convaincu par cet album, mais bon, c'est assez sympa, mais sans être inoubliable. D'ailleurs, il n'y a pas eu de suite, alors que je pense qu'à l'origine, ça aurait pu être une série, ce qui n'a pas été le cas. Pour finir, depuis, Tito n'a pas fait grand-chose, en tout cas pas à ma connaissance. Il a participé à quelques albums collectifs, mais c'est à peu près tout. Je pense qu'il doit commencer à couler une retraite paisible, hein, et méritée. Reste que pour les séries pour lesquelles il a été connu, ce seront principalement Tendre banlieue, Jaune, et puis Soledad, dont je tiens l'intégrale dans les mains et dont je vais vous parler tout de suite en commençant le unboxing. Alors, donc voilà cet album Soledad. Alors, vous remarquez, hein, que c'est un album souple, hein, il n'est pas cartonné, mais bon, c'est pas gênant en soi, hein. Alors, d'ailleurs, l'intérêt, c'est que du coup, il est pas cher. Moi, j'ai trouvé ça pas cher du tout. Ça coûte 25 €, alors que vous avez quand même 6 albums dedans, plus quelques suppléments. Donc, rapport qualité-prix, ça va, on n'a pas à se plaindre. Alors, la couverture, bah, c'est illustré avec le dessin qui faisait la une du premier album, alors, dans une version un peu expurgée des titres et des mises en page d'origine. C'est un dessin assez sobre et très joli, j'aime beaucoup ce dessin. Alors, quand on ouvre, alors c'est une couverture à rabat, vous voyez que sur le premier rabat, vous avez une mini-biographie de Tito. Alors, sur le deuxième rabat, je crois qu'il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Voilà, donc on ouvre Soledad. Alors, on commence par un texte qui est illustré de quelques croquis de Tito. Un texte donc qui a été rédigé par Alvaro Ponce, qui est un professeur universitaire un peu spécialisé dans la BD, et qui nous raconte en gros en quoi la guerre d'Espagne a complètement imprégné l'œuvre de Tito, et en particulier cette série Soledad. Alors, on va voir d'ailleurs qu'il y a des albums qui sont entièrement consacrés à la guerre d'Espagne. Donc il nous parle de tout ça, c'est assez intéressant. Et il nous parle aussi d'autres auteurs espagnols qui ont parlé de ce sujet, mais Tito a été un des premiers à en parler, après la chute du franquisme. Voilà, donc on arrive sur le premier album. Alors moi j'ai un regret, c'est que Casterman n'a pas jugé utile de reproduire les couvertures des albums unitaires, et ça, je trouve que ça manque. On a juste un petit dessin qui fait office de couverture pour chaque album qu'ils ont renommé chapitre, en fait. Alors, ce qui n'est pas faux, hein, parce que contrairement à ce que je pensais au départ, parce que j'avoue que je n'avais jamais lu cette série, ou que j'avais vu quelques extraits, c'est tout, je pensais que les albums étaient indépendants les uns des autres, et ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Alors, le premier album, alors c'est cet album, les histoires sont parues à l'origine, donc je vous l'ai dit, dans le magazine À Suivre, et le magazine À Suivre avait commandé donc à Tito, au départ, des petites histoires qu'il comptait réunir dans un gros album, au final, hein, c'est comment ils appelaient ça, les romans à suivre, et ces petites histoires étaient à l'origine publiées en noir et blanc. Et en fait, Tito, au départ, était assez content, hein, de publier ces petites histoires, mais il s'est dit que c'était quand même un peu dommage que tout soit indépendant. Et assez vite, il a compris qu'il serait plus à l'aise en racontant des histoires un peu plus longues. Et ils se sont séparés d'un commun accord entre Casterman et Tito, et c'est pour ça que Tito a finalement publié ses albums chez
chez Glénat, et a continué la prépublication de ses albums dans le magazine édité par Glénat, c'est-à-dire Circus. Donc là, les planches que l'on voit, ce sont les planches qui ont été publiées dans l'album Glénat, c'est-à-dire avec la coloration qui a été utilisée dans les albums Glénat, alors que dans le magazine à suivre, elles étaient en noir et blanc. Donc c'est une coloration a posteriori. Alors il est précisé que quelques scénarios de ces courtes histoires de ce premier album ne sont pas de Tito, mais de Pascal Varalli et de Didier Fischer pour certaines histoires. Alors, à chaque fois, vous avez un petit titre pour chaque petite histoire. Alors, les histoires sont assez courtes en général, quelques planches, 4, 5, 6 planches, pas beaucoup plus en général. Alors, à l'époque, c'était assez révolutionnaire ce type d'histoire, parce que on se rend compte que c'est déjà les héros de l'histoire ne sont pas des beaux jeunes gens bien sous tout rapport, mais là vous voyez pour la première histoire ce sont des personnes âgées, ce qui était loin d'être courant à l'époque. Et il ne s'agit pas du tout de BD d'action, il n'y a absolument aucune action dans la BD, mais malgré tout il s'en dégage une certaine émotion qui est vraiment, vraiment palpable dans chacune de ces histoires. Et on découvre comme ça, petit à petit, les personnages de ce village, parce que oui, effectivement, je ne l'ai pas dit encore, Soledad, c'est le nom du village dans lequel se déroule l'action. Et on apprend peu à peu à découvrir tous ces personnages, d'une histoire à l'autre. On va en retrouver certains, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous disais, toutes les histoires, même celles du premier tome, sont liées les unes aux autres. Donc là, il s'agit la deuxième histoire, l'histoire d'un berger. Alors on ne comprend pas pourquoi au départ, il est très triste, il se dit c'est plus comme avant, etc. Il n'y a que sur la dernière image de l'histoire qu'on comprend ce qui lui arrive. Ensuite, voilà, là c'est la première histoire vraiment qui commence à faire appel à ce qui s'est passé donc pendant la guerre d'Espagne et comment certains, après le franquisme, ont été définitivement perturbés et tout chamboulés par ce qui s'est passé pendant ces années assez sombres sous le règne de Franco. Voilà, l'histoire de la vieille fille aussi m'a beaucoup plu. Alors vous voyez le graphisme de Tito, c'est quand même un graphisme très 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 détaillé, mais qui est détaillé mais tout en restant très lisible. On pourrait presque parler de lignes claires, par exemple pour le dessin de ces personnages. Par contre, les décors sont toujours très fouillés. Vous voyez qu'il y a très peu de cases en fait où il n'y a pas de décor. Les dessins sont toujours très 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 fouillés, mais c'est très agréable à observer. Moi, il y a quelque chose qui m'a étonné au départ, c'est regarder les chevelures des personnages. On a l'impression que Tito s'applique à dessiner chaque cheveu. On voit quand même ça assez rarement en BD. Et pourtant, la planche ne paraît pas surchargée, malgré tous ces détails. Donc, alors oui, là, ça, j'en ai pas parlé, c'est une histoire qui s'intéresse à l'instituteur du village. Alors, personnage qui va être récurrent, qu'on verra dans d'autres histoires et dans d'autres tomes, qui se rebelle contre l'administration en place parce qu'il projette de fermer l'école du village. Et comme on le sait, la fermeture d'une école dans un village, ça signe pour ainsi dire la mort d'un village. Donc là, c'est une histoire qui s'étale sur 2 épisodes. Vous voyez la rébellion numéro 2, là, juste après. Voilà. Donc j'avance un peu. Alors, le dernier bonheur, oui. Là, on s'attache à un homme qui est très retiré dans le village, que les gens ont plus ou moins oublié, en fait.
Et on commence à s'intéresser à nouveau à lui quand on apprend qu'il a gagné à la loterie nationale, en fait. Hein. Mais bon, ça va mal finir malgré tout. Donc on arrive au deuxième album, qui s'appelle La Cible. Alors vous allez voir que le graphisme de Tito évolue hein, d'album en album. Alors là, il s'agit d'un album qui se concentre sur les petites histoires de couples dans le village, les ragots, comme le comportement des personnes comme ça dans un milieu assez restreint peut être assez petit et assez méchant, hein, comme les personnes peuvent être méchantes et comment ça peut conduire à des drames alors qu'il n'y avait vraiment pas matière à. Là, ça, c'est pas très reluisant hein, pour les personnages du village, hein, qui, pour la plupart, sont pas mis en valeur, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, il y en a assez peu dans l'histoire qui ont le beau rôle, en fait. Hein. Alors c'est pareil, hein, je croyais que cette histoire serait terminée avec ce tome, hein, puisqu'on on arrive à une conclusion qui aurait pu être la conclusion définitive. Oh que non, on va avoir la vraie conclusion de l'histoire dans le tome suivant, sur lequel je vais bientôt arriver. Qui s'appelle El Forastero. Alors là, le personnage principal dans cette histoire, c'est un, pour appeler ça un cordonnier, puisqu'il s'occupe de réparer les chaussures, mais à l'origine, il les fabriquait même. Alors c'est ce qu'il explique hein, d'ailleurs dans le. Et c'est quelqu'un de relativement solitaire, qui va voir sa solitude brisée, car il y a sa sœur qui va lui envoyer son fils. Et ça va quand même pas mal bouleverser ses habitudes de vieux garçon, d'avoir un jeune comme ça auprès de lui, alors qu'il accueille assez froidement au départ, et puis finalement ils vont finir par très bien s'entendre. Il va leur arriver pas mal de choses. Il lit des bandes dessinées. Alors je ne connais pas ça. El Rabato. Je sais pas, ça doit être. Je sais pas si c'est une BD qui existe réellement ou si c'est une invention de Tito. Les spécialistes de la BD espagnole nous le diront. Alors là, vient se greffer dans l'histoire la conclusion de l'intrigue du tome précédent, en fait. Conclusion assez tragique, hein, mais... Comme quoi, je vous disais, hein, tous les fils narratifs se recoupent les uns les autres hein, d'un album à l'autre. C'est une construction assez singulière, hein, qu'on voit assez rarement en BD. Alors, on arrive au chapitre 4, la mémoire blessée. Alors là, c'est... je ne l'ai pas précisé, mais tous les tomes que je viens de vous citer se situent après la guerre d'Espagne, c'est-à-dire fin des années 70, début des années 80. Après, je dis la guerre d'Espagne, après le règne de Franco, plus exactement. Celui-là, on revient en arrière, carrément. Hein. Là, on revient pendant la guerre d'Espagne. Et on s'intéresse au passé hein, de certains personnages qu'on a découverts et au passé de leurs parents en particulier. Et l'histoire commence vraiment au tout début de la guerre civile, quand certains qui avaient choisi le mauvais camp se trouvent obligés de se cacher sous peine d'être exécutés sommairement.
Alors c'est un album hein, qui est assez dur. Et on va s'intéresser à un personnage principal hein, qui va revenir dans tous les tomes suivants. Alors vous voyez que par rapport au premier album, hein, le dessin a déjà fortement évolué. La coloration aussi d'ailleurs. Je trouve certaines planches assez magnifiques. Alors c'est pas un dessinateur d'action, Tito. Hein. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein, il n'y a pour ainsi dire aucune scène d'action dans ses albums. Et quand il y en a, c'est vraiment très ponctuel. Donc on arrive au chapitre 5, L'homme fantôme. Alors c'est un album d'ailleurs qui a été créé beaucoup plus tard hein, par rapport à l'album précédent. Il était annoncé hein, pourtant l'épisode L'homme fantôme, mais Tito a mis très longtemps avant de le réaliser. Je crois qu'il est paru en 1998 cet album, donc beaucoup plus tard. Et on comprend hein, quand on le lit. D'ailleurs, regardez, le dessin a fortement évolué entre les deux. Hein. Forcément, il y a eu, je crois, pratiquement 10 ans d'intervalle entre les deux albums. Et là, on revient carrément, vous voyez, en 1986, et pourtant c'est la suite directe de l'album précédent. Simplement, ça va être raconté par l'intermédiaire des descendants des personnages de l'album précédent, et c'est raconté à des journalistes qui projettent de faire un documentaire sur la guerre d'Espagne en prenant des témoignages pour étayer leur documentaire. Et alors, c'est assez amusant d'ailleurs de voir comment Tito a fait vieillir ces personnages. Malgré tout, on les reconnaît assez bien. Alors, il y a une série de flashbacks qui se font dans l'album entre 1986 et les années sous Franco. Pour voir ce que sont devenus les personnages qu'on avait quittés dans l'album précédent. Il y avait quand même pas mal de choses en suspens. Donc cette suite était quand même vraiment nécessaire hein, pour boucler la boucle. Voilà. Voilà, faut pas que j'aille trop vite. Voilà. Et on arrive au dernier album qui a été publié, je crois, 2 ans plus tard, qui s'appelle L'autre sœur. Alors, qui est un peu à part hein, dans l'intégrale, hein, puisque là, il ne s'agit plus de la guerre d'Espagne, mais il s'agit vraiment d'une histoire familiale. Alors, qui est toujours avec les mêmes personnages, hein, mais il y a une intrigue assez tordue, qui tire un peu sur le fantastique. Vous allez vous en rendre compte si vous la lisez. Et c'est un tome qui m'a vraiment beaucoup plu. Vraiment beaucoup. Le dessin de Tito est toujours aussi lisible et détaillé. J'aime beaucoup. Alors, il y en a certains qui pourront le trouver un peu figé, mais je trouve pas. Moi. Je trouve que ça se... Par exemple, j'ai vu certaines personnes sur les forums qui comparaient le dessin de Tito à celui de Léo, le dessinateur de Aldébaran. Je trouve que le dessin de Tito est nettement meilleur que celui de Léo. Hein. Il n'y a vraiment aucune comparaison. Hein. Et il arrive à donner à ses personnages des expressions bien plus variées que ce qu'a réussi à faire Léo. Hein. Donc là, un album un peu étonnant. Moi, ça m'a surtout étonné de par l'apport d'éléments fantastiques dans l'histoire. Mais bon, malgré tout, ça ne parasite pas trop l'histoire, hein, puisque ça reste avant tout une aventure humaine, hein, comme dans tous les autres albums. Voilà, donc on arrive à la fin, et donc
Cet album clôture assez bien la série, hein. Je pense pas que Tito ait prévu de faire un tome supplémentaire, hein. Les 6 albums se suffisent bien à eux-mêmes. Alors, à la fin, on a un autre bonus qui est donné. Alors, c'est un bonus qui n'est pas signé, donc je ne sais pas qui a écrit ce texte. Alors, je ne sais pas si c'est l'éditeur, je ne sais pas. Qui s'appelle La mémoire espagnole de Tito, et qui est illustré, donc, encore une fois, de croquis. Là, c'est carrément une biographie de Tito, hein, assez détaillée, hein, qui s'attarde entre autres sur ses jeunes années, sur toutes ces séries. En s'attardant bien sûr sur Soledad, hein, puisque c'est l'album en question. Mais j'ai appris pas mal de choses, hein, j'y ai trouvé des renseignements que je n'ai absolument pas trouvé sur Internet, hein, donc c'est quand même assez riche comme texte. Par contre, je sais pas qui l'a signé. Voilà donc pour cet album, qui, ma foi, est une belle découverte pour moi. Alors, les notes. Alors, tout d'abord, pour la qualité de fabrication. Alors, qualité de fabrication, pas de problème, hein, c'est un album broché, la reliure m'a l'air assez solide. À mon avis, c'est un album qui va tenir dans le temps, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Bon, comme d'habitude, le papier légèrement brillant, mais pas trop quand même. C'est quand même pas trop mal, hein. On n'est pas trop gêné par les reflets pendant la lecture, même en plein soleil. Donc, au niveau qualité de fabrication, il n'y a pas de fioriture, hein. J'hésite entre 3 et 4 sur 5. Allez, parce que je me sens de bonne humeur aujourd'hui, je vais lui mettre 4 sur 5. Qualité de fabrication, c'est ok. Alors ensuite, pour les bonus. Alors les bonus, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais ils sont de qualité, de manière générale, hein. Les textes sont intéressants, sont illustrés de quelques dessins et esquisses de Tito. Allez, on va mettre un petit 3 sur 5 pour l'intérêt des bonus, hein. C'est une série, je pense, qui aurait mérité davantage, hein. Pourquoi ne pas avoir fait ne serait-ce qu'un bonus pour expliquer un petit peu l'origine de la guerre civile, le règne du franquisme. Je pense que ça en aurait éclairé plus d'un, hein, parce que c'est pas forcément une période de l'histoire, surtout de l'histoire espagnole, et c'est pas forcément connu de tous, hein, loin de là. Donc ça aurait pas été du luxe, hein, de mettre quelque chose à ce sujet, mais malheureusement c'est pas le cas. Par contre, on est bien renseigné sur la carrière de l'auteur, ce qui est toujours bienvenu. Donc un 3 sur 5, hein, pour l'intérêt des bonus. Alors, reste l'intérêt de l'album lui-même, hein, la note générale. Honnêtement, j'ai bien aimé. Après, dans le premier album, les petites histoires, toutes ne se valent pas. Le diptyque consacré à la guerre d'Espagne, moi j'avoue que j'ai préféré la deuxième partie à la première, c'est-à-dire la deuxième partie qui se construit un peu en flashback. La première partie, parfois j'ai été un peu gêné, comme dans toutes les BD qui s'attachent à décrire une réalité historique, c'est que parfois, à certains passages, on a plus l'impression d'être à un cours d'histoire que dans une BD avec un scénario qui est digne de ce nom. Mais c'est un peu le défaut de beaucoup d'albums à vocation historique. Malheureusement, Tito, il tombe parfois, alors pas dans tout l'album, hein, parce qu'il y a des passages très réussis dans l'album, mais dans certains passages, malheureusement, il tombe un peu dans ce travers. Donc j'ai ces petites réserves sur certains scénarios. Pour le dessin, j'ai bien aimé, hein, franchement, j'ai beaucoup aimé son trait et son dessin très, très réaliste. J'ai beaucoup aimé, d'autant plus que le dessin s'améliore constamment au fil des albums. Donc pour l'intérêt de cet album, surtout qu'on a une série complète pour pas trop cher, hein, 25 €, je vous le rappelle, je vais mettre quand même un bon 4 sur 5. Voilà. Voilà donc ce que je pouvais dire sur ce bel album de Tito, Soledad. Vous avez compris que j'ai bien aimé. C'est un album qui parfois est assez dur, hein, dans ses thématiques,
mais je ne pouvais pas finir cette vidéo sans parler d'un autre auteur espagnol qui a beaucoup travaillé sur cette période de la guerre civile et puis du règne du franquisme. Je veux bien sûr parler de Carlos Jiménez, dont plein de beaux albums sont disponibles, et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant un petit peu. Bon, alors, pour ce qui concerne Carlos Jiménez, c'est assez simple, hein. Tous ses albums, enfin une bonne partie de ses albums, sont édités chez Fluide Glacial, et sont toujours disponibles hein, à l'achat, hein. Ils sont disponibles, il n'y a pas de problème. Alors moi, je vais vous parler de tout ce qu'il a fait à propos de la guerre d'Espagne et de cette période assez sombre après sous Franco. Et sa série la plus célèbre, hein, sa série qu'il a fait connaître en France, hein, faut bien le dire, c'est Paracuelos, dont je tiens la première intégrale là dans les mains. Alors Paracuelos, qu'est-ce que c'est? Alors, vous voyez que c'est publié chez Fluide Glacial, mais il faut pas s'attendre pour autant à ce que ça soit du gros gag qui tâche, hein, c'est pas du tout le genre de la maison, même si le dessin a un style humoristique. Vous voyez rien que sur la couverture, à la tête des enfants là qui sont dessinés, que ça n'a pas l'air d'être la franche rigolade, et c'est effectivement pas trop le cas dans l'album, bien qu'il y ait des gags malgré tout, mais c'est souvent un rire jaune qui est provoqué par les planches. Alors qu'est-ce que c'est Paracuelos? Alors j'ouvre un peu l'album. Alors cet album regroupe les 6 premiers tomes de Paracuelos, et donc on commence par une préface de Gottlieb, alors qui explique comment il a adoré tout de suite cette série. Alors c'est une préface à la Gottlieb, hein, c'est-à-dire qu'il est assez pince sans rire, mais en fait ce qu'il faut savoir, c'est que Paracuelos au départ, Carlos Jiménez, lui, était en Espagne, hein, donc il prenait des risques, hein, d'ailleurs en écrivant, en dessinant une série pareille, parce que ça met pas franchement le régime à son avantage, loin de là. Et donc, qu'est-ce qu'il décrit dans Paracuelos? Il décrit la vie, sa propre vie en filigrane, hein, parce que il a avoué qu'il y a pas mal d'anecdotes relatées qui lui sont réellement arrivées. Donc c'est sa vie dans les foyers de l'assistance publique phalangiste, hein, pendant laquelle il a survécu, on peut dire, de plusieurs années. Eh bien, cette série, au départ, a eu assez peu de succès en Espagne, et il n'était même pas question de la publier en album, jusqu'à ce que Gottlieb et Fluide Glacial la remarquent, et décident de la publier dans le magazine Fluide Glacial, et même de la sortir en album. Du coup, ça a eu pas mal d'échos, y a pas mal de gens qui ont aimé, la critique a adoré, donc ça a fait pas mal de bruit, et au final, c'est finalement sorti aussi en Espagne, mais il a fallu que ce soit la France d'abord qui la remarque, cette série. Donc vous voyez, hein, au départ, il y a toute une introduction de l'auteur lui-même, de Carlos Jiménez, et puis ça commence. Alors, au départ, les planches sont assez chargées, hein, il y a 20 vignettes même plus que ça, 25 vignettes par page. Alors Jiménez explique que c'est parce qu'au départ, il comptait publier cette série dans la presse quotidienne, et c'était le format à l'époque. Mais en fait, ce format, il va pas durer. Donc, il y a un signé. Voilà à quoi ça ressemble au départ. Alors, c'est vraiment poignant la plupart du temps, les histoires. Alors, et malgré tout, c'est assez impressionnant parce que les enfants, malgré tout ce qui leur arrive, réussissent à avoir de l'optimisme. C'est quand même assez incroyable. Donc je vais avancer. Hein, les premières histoires, donc je vous dis, sont assez chargées en texte et en vignettes à cause de ça, mais ça va évoluer au fil des tomes. Donc je vais pas tout vous montrer. Hein, c'est pas le but ici. Donc vous voyez, là on est arrivé dans un truc un peu plus classique à 4 bandes. Voilà. Donc ça, je ne peux que vous recommander de lire Paracuelos. C'est vraiment très 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 bon. Alors, il y a même un petit carnet graphique à la fin. Bon, ça va pas chercher bien loin, mais voilà.
Donc ça, c'est le premier tome, là, qui... alors, ça date, hein, déjà, ça date des années 70. Et, en fait, il y a un deuxième tome qui est sorti 15 ans plus tard. Donc, deuxième tome de l'intégrale qui contient, en fait, 2 volumes supplémentaires que Jiménez a créé 15 ans plus tard. Voilà, c'est ce qu'il explique, dans la préface. Alors là, vous voyez que la mise en page a complètement changé, hein. C'est une mise en page beaucoup plus classique en 3 bandes. Mais c'est toujours aussi bon, hein. C'est toujours aussi bon. Voilà, donc il y a quelques bonus à la fin. Encore un mot de Carlos Jiménez. Il y a un dossier avec des photos d'époque où on voit Carlos Jiménez dans sa jeunesse. Une couverture de Flûte glaciale, donc de 1981. Voilà, c'est le genre de gag qu'il peut y avoir, hein. Alors on rit, mais bon, c'est un rire un peu jaune quand même, hein. Qu'est-ce que tu manges une pomme, tu me files le trognon. Alors déjà que le gamin soit intéressé par un trognon de pomme, eh ben non, en fait, il y en a un qui l'a déjà retenu. Ils en sont à ce niveau-là, hein, tellement ils avaient peu à manger dans ces centres d'éducation très très durs. Voilà. Donc ça, c'est pour Paracuelos. Mais Jiménez, il a fait plein d'autres choses. Il a fait aussi Barrio, toujours chez Flûte glaciale. Alors, même principe, sauf que c'est pas la même époque, c'est plutôt l'adolescence, là, qui est décrite. Mais c'est toujours la vie, voilà, souvenir d'enfance, reflet déformé. C'est toujours la vie assez dure qui sévissait à l'époque. Donc là-dedans, il y a 4 tomes qui sont regroupés dans cette intégrale. Et c'est toujours aussi bon. C'est aussi bon que Paracuelos, hein, honnêtement. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a encore des choses. Il y a aussi les temps mauvais. Alors, les temps mauvais, alors là, cette fois-ci, on remonte dans le temps, hein, on s'intéresse plutôt à la génération précédente, mais toujours pendant la guerre d'Espagne. Donc ça, c'est aussi l'intégrale, qui comporte 4 tomes, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, 4 tomes. Et c'est aussi assez dur, hein, comme histoire. Bien que tout ça soit émaillé de gags et de périodes un peu plus souriantes, mais il y a toujours un événement tragique qui vient derrière. Alors là-dedans, je crois qu'il y a un dossier à la fin, il me semble me rappeler. Oui, sur le livre à Madrid, avec encore des photos d'époque. Voilà pour les temps mauvais. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, autre série pour laquelle il est assez célèbre. Alors, ça, c'est un peu différent, là, puisqu'il s'agit des Professionnels, alors qui a été publié dans Flûte glaciale aussi. Alors ça, c'est plus les souvenirs qu'il a de ses débuts dans la bande dessinée. Alors c'est pareil, hein, c'est un mélange de choses vécues et de choses inventées. Il y a certains noms d'ailleurs qui ont été changés, hein, et certains noms qui ont été conservés, ça dépend. Donc les Professionnels. Alors ça c'est un peu plus détendu quand même que Paracuelos, mais bon, il y a quand même des moments assez durs malgré tout. Donc ça date du début des années 80, cette série. Donc là-dedans, vous avez 6 tomes.
Et c'est aussi très bon. Alors pour quelqu'un qui s'intéresse à la BD, comme vous, je pense, hein, puisque vous regardez mes vidéos, on apprend pas mal de choses hein, sur le monde de la BD dans l'Espagne du moment. C'est vraiment très bon. De toute façon, il a fait que des bons albums, hein, Carlos Jiménez. Franchement, je vois pas un album qui soit vraiment mauvais. Alors, et puis si tout ça vous pèse un petit peu et que vous avez envie de vous détendre un peu, alors Carlos Jiménez, il a fait une autre série, alors qui est moins connue, mais dont j'ai acheté l'intégrale, hein, qui est paru en 2 volumes, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. C'est Amor Amor. Alors comme son nom l'indique, hein, il s'agit d'amour et de sexe. Ça, c'est un peu plus pour se détendre. Bon, rien de bien scabreux là-dedans. Hein. Ça reste du Jiménez malgré tout. Hein. Faut pas vous attendre à des scènes de fesses à toutes les pages. C'est pas le but recherché du tout. Mais ça, c'est assez rigolo par contre. Donc, il y a un dossier à la fin, avec une interview de Jiménez, et quelques illustrations. Voilà, donc il y a 2 tomes, donc je vous montre le deuxième aussi, que j'ai. Hop, voilà, le deuxième tome. Qui est égal au premier en termes de qualité, hein, y a pas... On n'est pas surpris. Avec un dossier à la fin. Je y arrive. Voilà, dossier inédit. Et une histoire inédite. Qui, inédite, s'entend, n'était pas dans les albums unitaires. Voilà, donc pour Carlos Jiménez, j'espère vous avoir donné envie de découvrir tous ces beaux albums. Vous pouvez y aller, ils sont disponibles neufs chez l'éditeur, ou même en occasion, ça doit se trouver. Que des belles lectures en perspective. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo unboxing BD. À bientôt. Ciao!